Bonjour et bienvenue dans Perdu de vue. Et de deux avec Mamadou Diop Castro, le docteur S. Yengou si vous préférez. Alors, continuons de revisiter 42 ans de carrière enseignante, syndicale, politique, une carrière mouvementée, faite de blâmes, d'affectations, de sanctions, mais cela n'entame en rien votre engagement pour servir l'école, l'éducation, disons tout simplement l'enseignant. Quand on se bat, il faut être assidu, il faut être ponctuel, il faut être performant. Et je l'ai été partout où je suis passé, estimé des élèves. Vous l'avez dit tantôt, quand on se bat, il ne faut pas prêter le flanc. Des flancs du Sud-Est naîtra l'UDEN. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Le Sud-Est a eu les premières difficultés au soir de l'ouverture démocratique. Avant, beaucoup de partis dont les militants étaient dans le Sud-Est étaient dans la clandestinité. Lors du C'est ça qui a brisé l'élan de la lutte. Les rivalités internes ont commencé. Mais c'était des rivalités positives. Le pouvoir va profiter des états généraux de l'éducation, puisque la grève de 1980 a produit les états généraux de l'éducation. Iba Der Thiam va devenir ministre de l'Éducation nationale. Et il va dire, lors d'une table ronde dans l'un des médias, que la prochaine étape, c'est le congrès du Sud-Est. Le pouvoir va agir pour déstabiliser l'organisation et aboutir à la scission. Il y avait les partisans du pouvoir et les autres. C'est ainsi que Feu Madior Diouf, qui vient de nous quitter, que Dieu ait pitié de son âme, deviendra secrétaire général du Sud-Est. Et vous partez du côté de l'UDEN. Nous fonctionnons pendant quelques années avec le Sud-Est de Madior et le Sud-Est que nous appelions Sud-Est de Medina 4, Tilène, l'école Medina 4, mais que les gens appellent communément Sud-Est Mamadou Ndoye. C'est le Sud-Est de Mamadou Ndoye qui deviendra plus tard, avec le comité d'initiative pour la réunification du Sud-Est, avec le comité pour la défense de l'école que dirigeait Abdou Fall, qui est devenu ministre plus tard. Tout cela va fusionner pour donner naissance à l'UDEN. Est-ce qu'il n'y avait pas des soubassements politiques liés à vos appartenances à des partis qui étaient différents? Cela a créé une dynamique de rivalité, mais de rivalité constructive. Saine. Parce que chacun voulait s'identifier comme le fer de lance de la lutte syndicale. Et cela transparaissait dans le renouvellement des structures. Cela transparaissait dans les débats. Parce que quand j'étais à l'école normale supérieure, de 1980 à 1982, j'étais le secrétaire général de la section Sud-Est de Dakar-Médine. Je vous disais que le Sud-Est, c'était du préscolaire à l'université. Donc l'université, les collèges qui étaient dans Médine, les écoles élémentaires, tout cela était la grande section de Dakar-Médine. Mais on tenait des assemblées générales de 15h le samedi à 7h du matin, le dimanche. J'étais assis infatigable, imperturbable. Une capacité de synthèse extraordinaire. Et c'est ainsi que ma formation était accélérée. Parce que Dakar-Médina, c'était un creuset, c'était un condensé du Sud-Est. Les grands cadres de l'opposition se retrouvaient comme professeurs à l'université ou dans les collèges ou dans les écoles élémentaires. Tout le monde se regroupait à Dakar-Médina. Et moi, tout petit que j'étais, secrétaire général, je contenais ce monde dans des débats riches, denses, passionnés, mais imperturbables. C'est de Tambacounda que je vais devenir secrétaire général de l'UDEN. Quand Mamadou Ndoye, finalement, était atteint d'une maladie, et ne pouvait plus soutenir l'activité syndicale. En juin 1991, je fus élu secrétaire général intérimaire. Au niveau national? Au niveau national. C'était difficile, lourd à porter, venir après Mamadou Ndoye? C'était difficile. Les camarades le disaient. C'en est fini de l'UDEN. Parce que Ndoye, apparemment, était irremplaçable. Il était l'incarnation de l'UDEN. Il était l'incarnation de la lutte, de l'innovation, de la pensée. Ndoye était un philosophe de formation, spécialisé en psychologie, inspecteur de l'enseignement élémentaire, militant politique d'un haut niveau. Le remplacer, c'était une véritable corvée. Finalement, Paris réussit ou? Finalement, j'ai pu intégrer la dimension intellectuelle de Mamadou Ndoye et imprimer mon rythme d'homme d'action et de terrain. Un Mamadou pouvait en cacher un autre. Tout à fait. Et c'est ainsi que j'allais en tourner dans les zones centres tous les ans et dans les zones périphériques tous les 2 ans. Le syndicalisme, c'est la présence sur le terrain. Le syndicalisme, c'est la solidarité, la bonne circulation de l'information. C'est aussi l'engagement militant et les innovations. Ndoye, en partant, avait au congrès de 1990 défini avec le bureau national d'alors les démarches syndicales novatrices pour être au plus près possible des préoccupations des enseignants et de leurs familles.
je suis venu donner un contenu aux démarches syndicales novatrices. Et vous allez rester à la tête de l'UDEN pendant combien d'années? Pendant 20 ans, de juin 91 à décembre 2011. Il n'y avait pas des remous par rapport au nombre de mandats, ou bien à l'époque, le nombre de mandats n'était pas limité? En ce moment-là, c'était l'engagement, c'était les convictions, c'était les résultats. Vous faites de bons résultats, vous restez. Vous n'en faites pas, vous partez. C'est l'adhésion des militants à la cause. C'est la confiance que les gens plaçaient en vous, votre disponibilité et les résultats auxquels vous parvenez qui déterminaient l'issue des combats. Mais aujourd'hui, la société civile se bat pour les limitations de mandat. Les partis politiques ont fini par l'accepter. Les syndicats ont fini par l'accepter. Vous êtes contre les limitations de mandat? Je ne suis pas pour 2 ans. Ça ne permet pas à quelqu'un de réaliser un programme. Ou 6 ans, 2 mandats de 6 ans. Moi, j'ai fait 20 ans. C'est à cause de cela que nous avons pu former tous les enseignants que nous avons pu former, éditer une revue pédagogique, sortir régulièrement l'école du 13 mai, un manuel d'information, créer la coopérative d'habitat avec 6 cités habitées, créer une mutuelle de santé et faire avancer la lutte syndicale. Parce qu'il fallait allier la lutte syndicale et les innovations, les prestations, l'éducation à la paix, à la démocratie et aux droits humains. Nous avons organisé en 1995 le premier congrès africain des éducateurs à la paix. C'est pourquoi je suis aujourd'hui membre de l'Association internationale des éducateurs à la paix, président du comité africain des éducateurs à la paix, mais qui a des difficultés de fonctionnement aujourd'hui à cause du contexte international qui ne permet plus aujourd'hui la capture des dons ou des subventions qui permettaient à certaines ONG ou certaines associations de fonctionner. Aujourd'hui aussi, le problème se pose avec la suspension par Trump de certains financements, surtout par rapport à l'éducation. C'est des velléités impérialistes. Les États-Unis ont besoin de dompter le monde, de domestiquer le monde. Et ils ont des difficultés qu'ils veulent régler en sabordant les principes de la solidarité internationale. Mais est-ce que ce n'est pas le moment pour nous autres pays africains de couper définitivement le cordon ombilical? Il n'est pas possible de couper définitivement le cordon ombilical dans un monde devenu planétaire. Mais en fait, avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie, surtout financière, économique. Sans donner les moyens. Il faut être ambitieux et être en projet. Il y a un fait, compter sur soi-même. Mais aujourd'hui, compter sur soi-même n'est pas suffisant pour faire face aux enjeux du monde aujourd'hui. Ce qu'il faut refuser, c'est la mainmise sur notre destin. Mais la coopération internationale, la solidarité internationale, les prêts et les aides à travers le monde, on ne pourra pas tourner le dos à cette dynamique. Mais on peut faire face en nous réorganisant, en devenant plus sérieux dans la gestion des affaires publiques, en étant plus sérieux dans l'éducation citoyenne, dans la distribution des richesses. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. Surtout la répartition et la gestion des richesses en Afrique. Nous n'avons pas encore les hommes politiques qu'il faut pour répondre à nos ambitions démocratiques, économiques et sociaux. Tourner le dos à la coopération internationale, c'est illusoire. Les États-Unis ont des difficultés aujourd'hui. Les pays commencent à s'affirmer. Et ils veulent les ramener à l'ordre en leur coupant les vivres. Ils avaient commencé avec l'UNESCO au temps de Amadou Mahtar Mbow. Ils étaient contre le nouvel ordre économique et de communication. Ils ne veulent pas que les gens soient informés, soient éduqués, soient formés. C'est un mal pour le monde capitaliste, le monde impérialiste, qui navigue sur l'ignorance, qui navigue sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils vont en souffrir quand les gens partiront. Ça a déjà commencé d'ailleurs. C'est pourquoi il n'ira pas loin. Il va commencer, mais il ne va pas terminer dans cette politique suicidaire pour les États-Unis. La France a tenté toutes les élections qui passent comme thème l'immigration. Ça permet à l'extrême droite de venir, mais ça ne règle pas pour autant les problèmes de la France. Nous devons travailler à être maîtres de notre destin, mais nous ne pouvons pas tourner le dos au reste du monde. Perdu de vue, Mamadou Diop Castro, Astumben Choub, deuxième partie. Pour en revenir à l'UDEN, des luttes, des engagements ou bien des mouvements de grève qui vous auront marqué durant ces 20 ans? Quand Mamadou Ndoye me passait le service en 91, il m'avait dit « Castro, la passation de service se fera très vite. Il n'y a rien à passer. C'est la lutte. Il n'y a que la lutte. Chaque année que Dieu fait, il faut travailler à conquérir de nouveaux espaces, parce que le gouvernement ne donnera jamais rien aux enseignants sur un plateau d'argent. C'est un éternel bras de fer. Un éternel bras de fer.
Et souvent, ils nous le disent. Nous sommes nombreux, ils ne peuvent pas satisfaire nos revendications. Quand ils donnent 800 000 francs d'indemnité de judicature aux magistrats, pour les enseignants, 100 000 francs, c'est trop. Parce que multiplié par le nombre d'enseignants, ça fait plus de N fois l'indemnité des magistrats. C'est comme ça que réfléchit le gouvernant. Ils ont tort? Ils ont tort. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux que nous devons être misérables. Nous sommes chargés de former les futures générations. Notre place est plus importante. Même si la justice est importante dans un pays, il faut d'abord être éduqué. Vous êtes à la base du monument. Nous sommes à la base et nous devons être considérés comme tels. Les enseignants n'ont jamais le statut qu'il leur faut dans les différentes sociétés. Dans nos sociétés actuelles, ils n'ont la place qu'ils méritent dans aucun pays du monde. Parce qu'ils sont aussi contestataires de nature. Ils ont le savoir, ils ont la science. Ils comprennent les enjeux et le monde. On ne peut pas les domestiquer comme on veut. Le doute perpétuel, permanent. C'est des consciences politiques. Même si l'enseignant n'est pas membre d'un parti politique, du point de vue de la réflexion, du point de vue de la compréhension des enjeux, du point de vue de son rôle dans la société, est une conscience politique. C'est pourquoi les gouvernants doivent revoir leur copie et mettre l'enseignant à la place qu'il faut. Parce que si on a de bonnes infrastructures, si on a de bonnes orientations, si on a le matériel pédagogique qu'il faut, si on n'a pas les enseignants motivés, formés, engagés, on ne réussira pas le projet éducatif. L'enseignant est au début et à la fin du processus éducatif. Il doit être au cœur et y rester pour que le tout soit solide. Et en être conscient. Et aujourd'hui, parce qu'il y a moins de formation, parce qu'il y a moins de motivation, le milieu enseignant est ouvert à tout. On y voit tout maintenant. Il faut recentrer l'action politique en direction de l'éducation et de la formation. Les pouvoirs publics en parlent, mais ils ne le pratiquent pas. Il faut en parler, oui, mais il faut en être convaincu pour adopter la démarche conséquente. Et nous n'y sommes pas encore arrivés. En tant que syndicaliste, comment vous vivez ou bien vous viviez les grèves, ces classes fermées, ces enfants qui restent à la maison? Parfois, cela ne vous pesait pas, ce choix-là, ou bien le regard des autres? Nous avons beaucoup réfléchi sur les formes de lutte. Parce que les enseignants sont conscients de leur rôle et de leur responsabilité et de la place de l'éducation dans le développement des nations. Le sort des élèves, l'avenir du pays est entre leurs mains. Et c'est pourquoi nous ne cessons de réfléchir sur les formes de lutte qui préservent les intérêts des élèves et du pays et qui fassent avancer la cause. Mais pratiquement les formes de lutte au Sénégal sont toujours les mêmes. C'est débrayage, c'est quitter les classes. Toujours, c'est l'élève, c'est l'enfant qui limite empathie. La réflexion est encore inachevée. Les formes de lutte doivent évoluer avec le temps. Le port de brassard rouge, par exemple? C'est un élément, mais insuffisant à cause du contexte. Le contexte démocratique est important. Celui-là qui donne naissance à un dialogue social constructif. Et il y a un déficit démocratique dans notre pays. Il y a un déficit d'éducation politique. Nos gouvernants ne sont pas suffisamment formés pour comprendre les enjeux et avoir une attitude démocratique qui favorise le dialogue social, les concertations et les consultations pour faire avancer un pays. Parce que la forme de lutte dépend de l'attitude du patron, dépend de l'attitude du gouvernant. Le brassage rouge n'est valable que dans un pays où les pouvoirs publics comprennent les alertes et réagissent conséquemment. Donc pour vous, parfois, il faut, face à certains dirigeants, impérativement engager le bras de fer, une lutte houleuse. C'est la deuxième dimension. Après l'alerte, c'est l'action. Mais l'action de notre temps, la grève venait en dernière instance. Mais aujourd'hui, c'est la grève et seulement la grève. Systématiquement la grève. La situation a évolué. Nous disions qu'il fallait informer les enseignants d'abord, qu'ils perçoivent le pourquoi des actions. Il faut informer les parents pour avoir l'adhésion des parents à la cause. Il faut informer les décideurs sur ce qui va advenir s'ils continuent à ignorer les revendications. C'était tout un processus avant d'en arriver à la grève. On disait que la grève, c'était limite l'arme ultime, la dernière. Tout à fait. La réflexion sur la grève nous a amené à adopter le système des rassemblements, le système des marches et le système de la rétention des notes. Pour ne pas faire recours à la grève systématique, il faut qu'il y ait des pouvoirs qui soient conscients de leurs responsabilités, qu'ils doivent parler
aux travailleurs en difficulté qui protestent et qui réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Toujours installer un espace de dialogue, d'échange, quelle que soit la plateforme revendicative. C'est cela la base de la stabilité, de la cohésion sociale et des performances dans le système éducatif. Aujourd'hui, ne pouvant pas arriver à cela, les travailleurs pensent qu'il n'y a que la grève pour secouer le cocotier. La grève et encore la grève, toujours la grève. Finalement, ça reste la seule forme de La lutte. seule forme de lutte aujourd'hui. La dispersion du mouvement syndical enseignant, l'affaiblissement du mouvement syndical enseignant amène le pouvoir à mépriser le syndicalisme et à ignorer les revendications ou à attendre que les gens s'affirment avant de pouvoir leur ouvrir leurs portes. Pourtant, il y a eu les élections de représentativité. Le pouvoir n'en tire pas les conséquences. Même les syndicats eux-mêmes n'en tirent pas les conséquences. Les élections de représentativité, c'est pour désigner ceux-là qui doivent parler au nom des enseignants. C'est des délégués des enseignants. Mais est-ce qu'ils sont eux-mêmes reconnus par les enseignants? C'est cela le problème. Ils ne comprennent pas les enjeux des élections. On dit le G7 à côté et le G7 qui reste. Alors que le G7 est la tête de pont de la délégation syndicale. Le G7 doit être en contact avec les autres, les informer de ce qu'ils tirent des négociations, les rencontrer avant d'aller aux négociations. Perdu de vue, Mamadou Diop Castro, Astou Mbène Thioub, deuxième partie. Comment faire pour qu'il y ait un retour à l'unité syndicale, que les gens se retrouvent autour de l'essentiel pour protéger les travailleurs? Les travailleurs sont partout divisés. Vous voyez ce qui se passe dans les syndicats de base, c'est ce qui se passe au niveau des centrales syndicales. Il y en a trop et ça rend difficile les coordinations. Ça rend difficile également les velléités même unitaires. C'est plus difficile aujourd'hui parce que ce n'est pas sur la base de l'engagement, ce n'est pas sur la base de la conviction, ce n'est pas sur la base de la préoccupation des enseignants et des écoles. L'ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement des syndicats est devenue manifeste aujourd'hui. Donc il n'y a plus une certaine indépendance des syndicats. Certains syndicats ne le sont pas. Il y a la corruption, visible et invisible. Mais tout cela crée des difficultés au rapprochement entre enseignants. On parle toujours d'unité, on sait que l'unité est importante, mais il y en a qui ne veulent pas de l'unité. Les syndicalistes, entre guillemets, affairistes, qui jouent avec les cotisations syndicales, avec les dons du pouvoir, les privilèges ici et là, n'iront jamais vers ceux qui luttent et qui veulent l'unité pour la lutte. C'est difficile parce que le contexte a changé, le monde a changé. Il n'y a plus de repères de conviction, il n'y a plus de repères d'engagement, il n'y a plus de repères de résultats. Des membres d'une même profession se réunissent pour créer un syndicat. Des gens habitant une même localité, originaires de telle localité, se réunissent pour créer un embryon de syndicat. Aujourd'hui, il y a tout le temps. C'est la dislocation totale. C'est la dislocation. Il n'y a plus de repères historiques. Quand on parle d'autonomie syndicale, c'était par rapport à quelque chose. Mais aujourd'hui, tout le monde se réclame de l'autonomie. On peut l'être dans les textes, on peut l'être dans la parole, mais dans le comportement et dans la fidélité à la lutte et aux revendications, on se découvre. Ça va pas être facile alors. Ce ne sera pas facile. Mais Mais c'est la voie obligée. Dans un contexte actuel où il y a les coalitions de partis et les coalitions gouvernementales, si les travailleurs ne se regroupent pas, il y a aussi les mutations technologiques qui menacent les syndicats. Il y a le numérique, il y a la digitalisation, c'est des menaces contre les associations. Si les syndicats ne commencent pas la réflexion et à s'organiser en conséquence par rapport aux données du monde actuel, il y aura des difficultés. Mamadou Diop Castro, c'est aussi la casquette politique avec la LD. Est-ce que ça allait de pair avec votre engagement syndical? J'ai pu les allier tant bien que mal. La formation politique éclaire la conscience du militant syndical, donne un sens à la lutte, façonne le militant, surtout de nous qui étions de la gauche. Les idéaux de gauche convergent avec les préoccupations des populations et des travailleurs. Du point de vue du vivre ensemble, du mieux vivre, d'une meilleure qualité de vie, de la justice sociale, de la démocratie, de la paix. Si on se bat pour ces idéaux, c'est un prolongement. C'est la lutte syndicale qui en est le prolongement. Un militant syndical confirmé pour le retour de la médaille devient un militant aguerri au plan politique. Ce que vous avez fait, vous avez démarré, vous l'avez dit, avec Charanta, Majmoud Diop, ensuite la LD, la LDMPT.
Pour Cheikh Anta et pour Majmoud, ce n'était que des références. La première adhésion, c'était à la LD. La Ligue démocratique. La Ligue démocratique. Avant la légalisation des partis. J'ai été un militant clandestin pendant quelques années. Ensuite, l'ouverture démocratique, la LD est devenue LDMPT, Mouvement pour le Parti du Travail. On voulait constituer un grand parti des travailleurs. Finalement, les mutations sont arrivées après l'écroulement du mur de Berlin de 1989. La LDMPT est redevenue LD, Ligue démocratique. Il n'y a plus de référence au marxisme-léninisme. On est devenu un parti social-démocrate ouvert à toutes les composantes de la société. Et vous devenez député en 2001, c'est bien 2001, ça, avec la coalition avec Sopi? La coalition Sopi. C'était facile de faire la part des choses parce que vous avez la casquette syndicale, il y a les décisions du parti. Il vous arrivait de dire non en tant que syndicaliste à une décision du parti? Tout à fait. C'est ça qui a compliqué d'ailleurs la période post-syndicale. Quand j'ai quitté le syndicat, je n'ai pas pu m'affirmer au plan politique. C'était le moment de me couper la tête. Parce que je n'ai jamais été la domestication politique. Je n'ai jamais accepté la transmission automatique des décisions politiques sur l'arène syndicale. Vous n'étiez pas stalinien? Nous n'étions pas staliniens. C'est pourquoi certains même ne nous considéraient comme marxistes et nous disaient des petits bourgeois révolutionnaires. Parce que nous disions non, parfois, cela ressemblait plutôt à renier certains dogmes. Nous avons voulu appliquer ce que le marxisme disait. Analyse concrète d'une situation concrète et adapter la démarche à la situation du moment, au contexte du moment et à l'esprit des populations et des travailleurs. Quand la LD voulait rentrer dans le gouvernement de 1993, le gouvernement de majorité président élargie, le comité central que nous avons réuni a été très clair en disant que ceux qui deviendront ministres demain auront un minimum de solidarité gouvernementale. Mais jamais la répression, jamais les scandales. Ne pas se solidariser. Quand le gouvernement viole la liberté, quand il y a des scandales financiers, nous n'irons pas jusque là-bas. Les députés vont défendre le plan Djalarbi de développement économique et social construit par la LD pour la transformation économique et sociale du pays. Et les syndicalistes doivent rester fidèles aux objectifs revendicatifs. Est-ce que c'est facile? La frontière, elle est tenue, elle est petite, elle est minime. Elle est petite, mais il faut savoir les distinguer. On ne peut pas les séparer, mais il faut les distinguer. Quand est-ce qu'il faut prendre la casquette politique? Quand est-ce qu'il faut embrasser les habits syndicalistes? Quand est-ce qu'il faut être dans la société civile? Il faut les jouer sur tous les tableaux. Et c'est à ce titre qu'on arrive à intégrer les masses, qu'on arrive à se faire accepter par les masses. Merci beaucoup. Merci pour tous ces moments, disons à invité exceptionnel, diffusion exceptionnelle. Rendez-vous pour une troisième partie. Au menu, les plans d'ajustement structurel, le recrutement des élèves maîtres tant décriés et les partis de gauche au Sénégal et leur avenir. Réponse dans 15 jours avec toujours le plaisir de vous servir.